Actions sur la nature des rapports entre la métropole et les colonies, sur l'empire des goûts et des habitudes, sur les causes les plus déterminantes de la prospérité du commerce, sur la direction qu'il peut recevoir des causes morales combinées avec l'intérêt, et, en dernière analyse, beaucoup d'erreurs économiques. L'observation, et une observation bien suivie, peut seule prévenir ces erreurs. Quiconque a bien vu l'Amérique ne peut plus douter maintenant que dans la plupart de ses habitudes elle ne soit restée anglaise, que son ancien commerce avec l'Angleterre n'ait même gagné de l'activité, au lieu d'en perdre, depuis l'époque de l'indépendance des États-Unis, et que, par conséquent, l'indépendance, loin d'être funeste à l'Angleterre, ne lui ait été à plusieurs égards avantageuse. Un fait inattaquable le démontre. L'Amérique consomme annuellement plus de 3 millions sterling de marchandises anglaises, il y a 15 ans elle n'en consommait pas la moitié, ainsi, pour l'Angleterre, accroissement d'exportation d'objets manufacturés et, de plus, exemption des frais de gouvernement. Un tel fait, inscrit dans les registres de la douane, ne peut être contesté, mais, on l'a déjà dit, il n'est point de fait dont on abuse. Si l'on regardait celui-ci comme une suite nécessaire de toute rupture des colonies, même des colonies à sucre, avec la métropole, on se tromperait étrangement. Si, d'autre part, on voulait croire qu'il tient uniquement à des causes passagères, et qu'il est facile d'obtenir un résultat opposé, on ne se tromperait pas moins. Pour échapper à l'une et l'autre erreur, il ne s'agit que de bien connaître et de bien développer les causes du fait. Il faut se hâter de le dire, la conduite irréfléchie de l'ancien gouvernement de France a, plus qu'on ne pense, préparer ce résultat favorable à l'Angleterre. Si, après la paix qui assura l'indépendance de l'Amérique, la France eût senti tout le prix de sa position, elle eût cherché à multiplier les relations qui pendant la guerre s'étaient heureusement établies entre elle et ses alliés, et qui s'étaient interrompues avec la Grande-Bretagne, alors, les anciennes habitudes étant presque oubliées, on eût pu du moins lutter avec quelque avantage contre tout ce qui pouvait les rappeler. Mais que fit la France à cette époque? Elle craignit que ces mêmes principes d'indépendance qu'elle avait protégés de ses armes chez les Américains ne s'introduisissent chez elle, et à la paix elle discontinua et découragea toute relation avec eux. Que fit l'Angleterre? Elle oublia ses ressentiments, et rouvrit promptement ses anciennes communications, qu'elle rendit plus actives encore. Dès lors, il fut décidé que l'Amérique servirait les intérêts de l'Angleterre. Que faut-il en effet pour cela? Qu'elle le veuille et qu'elle le puisse. Or, volonté et pouvoir se trouvent réunis ici. Ce qui détermine la volonté, c'est l'inclination, c'est l'intérêt. Il paraît d'abord étrange et presque paradoxal de prétendre que les Américains sont portés d'inclination vers l'Angleterre, mais il ne faut pas perdre de vue que le peuple américain est un peuple dépassionné, que la victoire et le temps ont amorti ses haines, et que chez lui les inclinations se réduisent à de simples habitudes, or, toutes ces habitudes le rapprochent de l'Angleterre. L'identité de langage est un premier rapport dont on ne saurait trop méditer l'influence. Cette identité place entre les hommes de ces deux pays un caractère commun qui les fera toujours se prendre l'un à l'autre et se reconnaître, ils se croiront mutuellement chez eux quand ils voyageront l'un chez l'autre, ils échangeront avec un plaisir réciproque la plénitude de leurs pensées et toute la discussion de leurs intérêts, tandis qu'une barrière insurmontable est élevée entre les peuples de différents langages, qui ne peuvent prononcer un mot sans s'avertir qu'ils n'appartiennent pas à la même patrie,
entre qui toute transmission de pensée est un travail pénible, et non une jouissance, qui ne parviennent jamais à s'entendre parfaitement, et pour qui le résultat de la conversation, après s'être fatigués de leurs efforts impuissants, est de se trouver mutuellement ridicules. Dans toutes les parties de l'Amérique que j'ai parcourues, je n'ai pas trouvé un seul Anglais qui ne se trouvât américain, pas un seul Français qui ne se trouvât étranger. Qu'on ne s'étonne pas, au reste, de trouver ce rapprochement vers l'Angleterre dans un pays où les traits distinctifs de la Constitution, soit dans l'Union fédérale, soit dans les États séparés, sont empreints d'une si forte ressemblance avec les grands linéaments de la Constitution anglaise. Sur quoi repose aujourd'hui la liberté individuelle en Amérique? Sur les mêmes fondements que la liberté anglaise. Sur l'habeas corpus et sur le jugement par juré. Assister aux séances du Congrès, à celles des législatures particulières, suivez les discussions qui préparent les lois nationales, ou prenons ces citations, ces analogies, ces exemples. Dans les lois anglaises, dans les coutumes de la Grande-Bretagne, dans les règlements du Parlement. Entrez dans les cours de justice, quelles autorités invoquent-on? Les statuts, les jugements, les décisions des cours anglaises. Certes, si de tels hommes n'ont pas une tendance vers la Grande-Bretagne, il faut renoncer à connaître l'influence des lois sur les hommes et nier les modifications qu'ils reçoivent de tout ce qui les entoure. Inutilement les noms de république et de monarchie semblent placer entre les deux gouvernements des distinctions qu'il n'est pas permis de confondre. Il est clair pour tout homme qui va au fond des idées que, dans la constitution représentative de l'Angleterre, il y a de la république, comme il y a de la monarchie dans le pouvoir exécutif des Américains. Cela a été vrai surtout aussi longtemps qu'a duré la présidence du général Washington, car la force d'opinion attachée à sa personne dans toute l'Amérique représente facilement l'espèce de pouvoir magique que les publicistes attribuent aux monarchies. La partie de la nation américaine chez qui l'on devrait rencontrer le moins de préjugés, les hommes qui réunissent l'aisance et l'instruction, ceux qui ont été les moteurs de la Révolution, et qui, en soufflant dans l'âme du peuple la haine contre les Anglais, auraient dû, il semble, s'en pénétrer pour toujours, ceux-là même sont insensiblement ramenés vers l'Angleterre par différents motifs. Plusieurs ont été élevés en Europe, et, à cette époque, l'Europe des Américains n'était que l'Angleterre. Ils n'ont guère d'idées comparatives de grandeur, de puissance, d'élévation, que celles qui leur sont fournies par les objets tirés de l'Angleterre, et, surpris eux-mêmes de la hardiesse du pas qu'ils ont fait en se séparant, ils sont ramenés à une sorte de respect pour elle par tous leurs mouvements involontaires. Ils ne peuvent pas se dissimuler que, sans la France, ils n'auraient pas réussi à secouer le joug de l'Angleterre, mais, malheureusement, ils pensent que les services des nations ne sont que des calculs et non de l'attachement. Ils disent même que l'ancien gouvernement de France, alors qu'il fit des sacrifices en leur faveur, agit bien plus pour leur indépendance que pour leur liberté, qu'après les avoir aidés à se séparer de l'Angleterre, il travailla sourdement à les tenir désunis entre eux. Pour qu'ils se trouvent à s'émanciper sans avoir ni sagesse pour se conduire, ni force pour se protéger. Ainsi les inclinations, ou, si l'on veut, les habitudes, ramènent sans cesse les Américains vers l'Angleterre, l'intérêt, bien plus encore, car la grande affaire, dans un pays nouveau, est incontestablement d'accroître sa fortune. La preuve d'une telle disposition générale s'y manifeste de toutes parts, on la trouve avec évidence dans la manière dont on y traite tout le reste. Les pratiques religieuses elles-mêmes s'en ressentent extrêmement.
À cet égard, voici ce que j'ai vu, la liaison avec mon sujet ne tardera pas à se faire sentir. On sait que la religion a conservé en Angleterre un puissant empire sur les esprits, que la philosophie même la plus indépendante n'a osé s'y déprendre entièrement des idées religieuses, que depuis Luther toutes les sectes y ont pénétré, que toutes s'y sont maintenues, que plusieurs y ont pris naissance. On sait la part qu'elles ont eue dans les grandes mutations politiques, enfin, que toutes se sont transplantées en Amérique, et que quelques-uns des États leur doivent leur origine. On pourrait croire d'abord, qu'après leur transmigration ces sectes sont ce qu'elles étaient auparavant, et en conclure qu'elles pourraient aussi agiter l'Amérique. Quelle n'est pas la surprise du voyageur lorsqu'il les voit coexister toutes dans ce calme parfait qui semble à jamais inaltérable, lorsqu'en une même maison le père, la mère, les enfants, suivent chacun paisiblement et sans opposition celui des cultes que chacun préfère. J'ai été plus d'une fois témoin de ce spectacle, auquel rien de ce que j'avais vu en Europe n'avait pu me préparer. Dans les jours consacrés à la religion, tous les individus d'une même famille sortaient ensemble, allaient chacun auprès du ministre de son culte, et rentraient ensuite pour s'occuper des mêmes intérêts domestiques. Cette diversité d'opinions n'en apportait aucune dans leurs sentiments et dans leurs autres habitudes, point de dispute, pas même de question à cet égard. La religion y semblait être un secret individuel que personne ne se croyait le droit d'interroger ni de pénétrer. Aussi, lorsque de quelque contrée de l'Europe il arrive en Amérique un sectaire ambitieux, jaloux de faire triompher sa doctrine en échauffant les esprits, loin de trouver, comme partout ailleurs, des hommes disposés à s'engager sous sa bannière, à peine même est-il aperçu de ses voisins, son enthousiasme n'attire ni n'émeut, il n'inspire ni haine, ni curiosité, chacun enfin reste avec sa religion et continue ses affaires 62. Une telle impassibilité, que ne peut ébranler le fougueux prosélytisme, et qu'il ne s'agit point ici de juger, mais d'expliquer, a indubitablement pour cause immédiate la liberté et surtout l'égalité des cultes. En Amérique, aucun n'est proscrit, aucun n'est ordonné, dès lors point d'agitation religieuse. Mais cette égalité parfaite a elle-même un principe, c'est que la religion, quoiqu'elle y soit partout un sentiment vrai, y est surtout un sentiment d'habitude, toutes les ardeurs du moment s'y portent vers les moyens d'accroître promptement son bien-être, et voilà en résultat la grande cause du calme parfait des Américains pour tout ce qui n'est pas, dans cet ordre d'idées, ou moyen ou obstacle. Remarquons, de plus, que les Américains des villes, naguère colons et dès lors accoutumés à se regarder là comme étrangers, ont dû naturellement tourner leur activité vers les spéculations commerciales, et subordonner à ces spéculations les travaux même de l'agriculture, par laquelle cependant elles doivent s'alimenter. Or, une telle préférence, qui suppose d'abord un désir impatient de faire fortune, ne tarde pas à accroître ce désir, car le commerce, qui étend les rapports de l'homme à l'homme, multiplie nécessairement ses besoins, et l'agriculture, qui le circonscrit dans la famille, nécessairement aussi les réduit. L'Amérique, dont la population est actuellement de plus de 4 millions d'habitants et augmente très rapidement, est dans l'enfance des manufactures, quelques forges, quelques verreries, des tanneries, et un assez grand nombre de petites et imparfaites fabriques de casimir, de tricot grossier et de coton dans quelques endroits, servent mieux à attester l'impuissance des efforts faits jusqu'à ce jour, qu'à fournir au pays les articles manufacturés de sa consommation journalière. Il en résulte qu'elle a besoin de recevoir de l'Europe, non seulement une grande partie de ce qu'elle consomme intérieurement,
mais aussi une grande partie de ce qu'elle emploie pour son commerce extérieur. Or, tous ces objets sont fournis à l'Amérique si complètement par l'Angleterre, qu'on a lieu de douter si, dans les temps de la plus sévère prohibition, l'Angleterre jouissait plus exclusivement de ce privilège avec ce qui était alors ses colonies, qu'elle n'en jouit actuellement avec les États-Unis indépendants. Les causes de ce monopole volontaire sont, au reste, faciles à assigner: l'immensité de fabrication qui sort des manufactures anglaises, la division du travail, à la fois principe et conséquence de cette grande fabrication, et particulièrement l'ingénieux emploi des forces mécaniques adaptées aux différents procédés des manufactures, ont donné moyen aux manufacturiers anglais de baisser le prix de tous les articles d'un usage journalier au-dessous de celui auquel les autres nations ont pu le livrer jusqu'à ce jour. De plus, les grands capitaux des négociants anglais leur permettent d'accorder des crédits plus longs qu'aucun négociant d'aucune autre nation ne le pourrait faire. Ces crédits sont au moins d'un AN, et souvent de plus. Il en résulte que le négociant américain qui tire ses marchandises d'Angleterre, n'emploie presque aucun capital à lui dans le commerce, et le fait presque tout entier sur les capitaux anglais. C'est donc réellement l'Angleterre qui fait le commerce de consommation de l'Amérique. Sans doute que le négociant anglais doit, de manière ou d'autre, charger ses comptes de vente de l'intérêt de ces fonds dont il accorde un si long usage, mais, comme les demandes se succèdent et s'augmentent, chaque année, il s'établit une balance de paiement régulier et de crédit nouveau qui ne laisse en souffrance qu'un premier déboursé, dont l'intérêt est à répartir sur les factures suivantes en même temps que sur les premières. Cette première dette établit, comme on voit, un lien difficile à rompre des deux côtés entre le correspondant anglais et l'américain. Le premier craint, s'il arrêtait ses envois, de renverser un débiteur dont la prospérité est la seule garantie de ses avances. L'américain craint de son côté de quitter un fournisseur avec lequel il y a trop d'anciens comptes à régler. Entre ces intérêts réciproques et cimentés par de longues habitudes, il est à peu près impossible à une nation tierce d'intervenir. Aussi la France est-elle réduite avec l'Amérique à quelques fournitures de denrées particulières à son sol, mais elle n'entre point en concurrence avec l'Angleterre sur la vente des objets manufacturés, qu'elle ne pourrait établir en Amérique ni à si bon compte, ni à si long terme de crédit. Si l'on voulait objecter qu'il s'est fait pendant notre Révolution de nombreuses exportations de marchandises françaises en Amérique, la réponse serait bien facile. De telles exportations n'ont rien de commun avec un commerce régulier, c'est la spéculation précipitée de ceux qui, épouvantés des réquisitions, du maximum et de tous les désastres révolutionnaires, ont préféré une perte quelconque sur leurs marchandises vendues en Amérique, au risque ou plutôt à la certitude d'une perte plus grande s'ils les laissaient en France. C'est l'empressement tumultueux de gens qui déménagent dans un incendie et pour qui tout abri est bon, et non l'importation judicieuse de négociants qui ont fait un calcul et qui le réalisent. Du reste, ces objets se sont mal vendus, et les Américains ont préféré de beaucoup les marchandises anglaises, ce qui fournit un argument de plus pour l'Angleterre dans la balance des intérêts américains. Ainsi le marchand américain est lié à l'Angleterre, non seulement par la nature de ses transactions, par le besoin du crédit qu'il y obtient, par le poids du crédit qu'il y a obtenu, mais encore par la loi qui lui impose irrésistiblement le goût du consommateur. Ces liens sont si réels, et il en résulte des rapports commerciaux si constants entre les deux pays, que l'Amérique n'a d'échange véritable qu'avec l'Angleterre, en sorte que presque toutes les lettres de change que les Américains tirent sur ce continent sont payables à Londres.
Gardons-nous cependant, en considérant ainsi les Américains sous un seul point de vue, de les juger individuellement avec trop de sévérité. Comme particuliers, on peut trouver en eux le germe de toutes les qualités sociales, mais comme peuple nouvellement constitué et formé d'éléments divers, leur caractère national n'est pas encore décidé. Ils restent anglais, sans doute par d'anciennes habitudes, mais peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être entièrement américains. On a observé que leur climat n'était pas fait, leur caractère ne l'est pas davantage. Que l'on considère ces cités populeuses d'Anglais, d'Allemands, de Hollandais, d'Irlandais, et aussi d'habitants indigènes, ces bourgades lointaines, si distantes les unes des autres, ces vastes contrées incultes, traversées plutôt qu'habitées par des hommes qui ne sont d'aucun pays, quel lien commun concevoir au milieu de toutes ces disparités? C'est un spectacle neuf pour le voyageur qui, partant d'une ville principale où l'état social est perfectionné, traverse successivement tous les degrés de civilisation et d'industrie qui vont toujours en s'affaiblissant, jusqu'à ce qu'il arrive en très peu de jours à la cabane informe et grossière construite de troncs d'arbres nouvellement abattus. Un tel voyage est une sorte d'analyse pratique et vivante de l'origine des peuples et des États. On part de l'ensemble le plus composé pour arriver aux éléments les plus simples. À chaque journée, on perd de vue quelques-unes de ces inventions que nos besoins, en se multipliant, ont rendues nécessaires, et il semble que l'on voyage en arrière dans l'histoire des progrès de l'esprit humain. Si un tel spectacle attache fortement l'imagination, si l'on se plaît à retrouver dans la succession de l'espace ce qui semble n'appartenir qu'à la succession des temps, il faut se résoudre à ne voir que très peu de liens sociaux, nul caractère commun, parmi des hommes qui semblent si peu appartenir à la même association. Dans plusieurs cantons, la mer et les bois en ont fait des pêcheurs ou des bûcherons. Or, de tels hommes n'ont point, à proprement parler, de patrie, et leur morale sociale se réduit à bien peu de choses. On a dit depuis longtemps que l'homme est disciple de ce qui l'entoure, et cela est vrai. Celui qui n'a autour de lui que des déserts, ne peut donc recevoir des leçons que de ce qu'il fait pour vivre. L'idée du besoin que les hommes ont les uns des autres n'existe pas en lui, et c'est uniquement en décomposant le métier qu'il exerce, qu'on trouve le principe de ses affections et de toute sa moralité. Le bûcheron américain ne s'intéresse à rien, toute idée sensible est loin de lui, ses branches si élégamment jetées par la nature, un beau feuillage, une couleur vive qui anime une partie de bois, un vert plus fort qui en assombrit un autre, tout cela n'est rien, il n'a de souvenir à placer nulle part, c'est la quantité de coups de hache qu'il faut qu'il donne pour abattre un arbre, qui est son unique idée. Il n'a point planté, il n'en sait point les plaisirs. L'arbre qu'il planterait n'est bon à rien pour lui, car jamais il ne le verra assez fort pour qu'il puisse l'abattre, c'est détruire qui le fait vivre, on détruit partout, aussi tout lieu lui est bon, il ne tient pas au champ où il a placé son travail, parce que son travail n'est que de la fatigue, et qu'aucune idée douce n'y est jointe. Ce qui sort de ses mains ne passe point par toutes les croissances si attachantes pour le cultivateur, il ne suit pas la destinée de ses productions, il ne connaît pas le plaisir des nouveaux essais, et si en s'en allant il n'oublie pas sa hache, il ne laisse pas de regret là où il a vécu des années. Le pêcheur américain reçoit de sa profession une âme à peu près aussi insouciante. Ses affections, son intérêt, sa vie, sont à côté de la société à laquelle on croit qu'il appartient. Ce serait un préjugé de penser qu'il en est un membre fort utile, car il ne faut pas comparer ces pêcheurs-là à ceux d'Europe, et croire que c'est comme en Europe le moyen de former des matelots, de faire des hommes de mer adroits et robustes. En Amérique,
gens excepte les habitants de Nantucket qui pêchent la baleine, la pêche est un métier de paresseux. 2 lieues de la côte, quand ils n'ont pas de mauvais temps à craindre, 1 mille quand le temps est incertain, voilà le courage qu'ils montrent, et la ligne est le seul harpon qu'ils sachent manier, ainsi leur science n'est qu'une bien petite ruse, et leur action, qui consiste à avoir un bras pendant à bord d'un bateau, ressemble bien à de la fainéantise. Ils n'aiment aucun lieu, et ne connaissent la terre que par une mauvaise maison qu'ils habitent, c'est la mer qui leur donne leur nourriture, aussi quelques morues de plus ou de moins déterminent leur patrie. Si le nombre leur paraît diminuer à tel endroit, ils s'en vont, et cherchent une autre patrie où il y ait quelques morues de plus. Lorsque quelques écrivains politiques ont dit que la pêche était une sorte d'agriculture, ils ont dit une chose qui a l'air brillant, mais qui n'a pas de vérité. Toutes les qualités, toutes les vertus qui sont attachées à l'agriculture, manquent à l'homme qui se livre à la pêche. L'agriculture produit un patriote dans la bonne acception de ce mot, la pêche ne sait faire que des cosmopolites. Je viens de m'arrêter trop longtemps peut-être à tracer la peinture de ces muresses, elle peut sembler étrangère à ce mémoire, et pourtant elle en complète l'objet, car j'avais à prouver que ce n'est pas seulement par les raisons d'origine, de langage et d'intérêt que les Américains se retrouvent si souvent anglais, observation qui s'applique plus particulièrement aux habitants des villes. En portant mes regards sur ces peuplades errantes dans les bois, sur le bord des mers et le long des rivières, mon observation générale se fortifiait à leur égard de cette indolence, de ce défaut de caractère à soi, qui rend cette classe d'Américains plus facile à recevoir et à conserver l'impression d'un caractère étranger. La dernière de ces causes doit sans doute s'affaiblir et même disparaître, lorsque la population toujours croissante aura pu, en fécondant tant de terres désertes, en rapprocher les habitants. Quant aux autres causes, elles ont des racines si profondes, qu'il faudrait peut-être un établissement français en Amérique pour lutter contre leur ascendant avec quelque espoir de succès. Une telle vue politique n'est pas sans doute à négliger, mais elle n'appartient pas à l'objet de ce mémoire. J'ai établi que les Américains sont anglais par leurs habitudes et par leurs besoins, je suis loin de vouloir en conclure que par leurs inclinations ils soient restés sujets de la Grande-Bretagne. Tout, il est vrai, les ramène vers l'Angleterre industrieuse, mais tout doit les éloigner de l'Angleterre mère patrie. Ils peuvent vouloir dépendre de son commerce, dont ils se trouvent bien, sans consentir à dépendre de son autorité, dont ils se sont très mal trouvés. Ils n'ont pas oublié ce que leur a coûté leur liberté, et ne seront pas assez irréfléchis pour consentir à la perdre et à se laisser entraîner par des ambitions individuelles. Ils n'ont plus, il est vrai, l'enthousiasme qui détruit, mais ils ont le bon sens qui conserve. Ils ne haïssent pas le gouvernement anglais, mais ce sera sans doute à condition qu'il ne voudra pas être le leur. Surtout ils n'ont garde de se haïr entre eux, ensemble ils ont combattu, ensemble ils profitent de la victoire. Parti, faction, haine, tout a disparu 63, en bon calculateur, ils ont trouvé que cela ne produisait rien de bon. Aussi personne ne reproche à son voisin ce qu'il est, chacun cherche à le tourner à son avantage, ce sont des voyageurs arrivés à bon port, et qui croient au moins inutile de se demander sans cesse pourquoi l'on s'est embarqué et pourquoi l'on a suivi telle route. Concluons. Pour parvenir à la preuve complète du fait que j'avais avancé sur les relations des Américains avec la Grande-Bretagne, il a fallu repousser les vraisemblances, écarter les analogies, donc, dans les sciences positives surtout, il importe,
sous peine de graves erreurs, de se défendre de ce qui n'est que probable. Ce fait lui-même bien connu pouvait conduire à de faux résultats, il portait à croire que l'indépendance des colonies était un bien pour les métropoles, mais en remontant à ses véritables causes, la conséquence s'est resserrée. Maintenant on n'est plus en droit d'y voir autre chose, si ce n'est que l'indépendance des États-Unis a été utile à l'Angleterre, et qu'elle le serait à tous les États du continent qui, d'une part, offriraient les mêmes avantages à des colonies du même genre, et, de l'autre, seraient secondées par les mêmes fautes de leurs voisins. Le développement des causes de ce fait a amené beaucoup de conséquences ultérieures. En parcourant ces causes on a dû conclure successivement, que les premières années qui suivent la paix décident du système commercial des États, et que s'ils ne savent pas saisir le moment pour la tourner à leur profit, elle se tourne presque inévitablement à leur plus grande perte, que les habitudes commerciales sont plus difficiles à rompre qu'on ne pense, et que l'intérêt rapproche en un jour et souvent pour jamais ceux que les passions les plus ardentes avaient armés pendant plusieurs années consécutives, que dans le calcul des rapports quelconques qui peuvent exister entre les hommes, l'identité de langage est une donnée des plus concluantes, que la liberté et surtout l'égalité des cultes est une des plus fortes garanties de la tranquillité sociale, car là où les consciences sont respectées, les autres droits ne peuvent manquer de l'être, que l'esprit de commerce, qui rend l'homme tolérant par indifférence, tend aussi à le rendre personnel par avidité, et qu'un peuple surtout dont la morale a été ébranlée par de longues agitations, doit, par des institutions sages, être attiré vers l'agriculture, car le commerce tient toujours en effervescence les passions, et toujours l'agriculture les calme. Enfin, qu'après une révolution qui a tout changé, il faut savoir renoncer à ses haines si l'on ne veut renoncer pour jamais à son bonheur. 392. Note, la plus brillante peut-être de ces invectives, qui suffira à donner une idée des autres, se trouve dans les Lettres d'un voyageur, de George Sand, c'est le chapitre intitulé Le Prince. Ce sont des pages écrites avec le talent ordinaire de l'auteur, mais le sens historique y fait défaut, il n'y a pas de nuance, c'est-à-dire pas de vérité, pas même de vraisemblance, aucune vie, c'est le portrait d'un monstre abstrait et idéal, peint avec des couleurs toutes poussées au noir. Ainsi, pour ne toucher qu'à un point, Madame Sand paraît n'avoir pas le moindre soupçon du rôle honorable et utile que joua l'évêque d'Autun à l'Assemblée constituante, et des services qu'il y rendit, dès le premier jour, à la cause de la Révolution. La famille des Bulwer fait remonter sa généalogie jusqu'à la conquête, et celle des Lytton, à laquelle appartenait la mère de l'écrivain, se rattacherait aux Tudors. Plusieurs de ces ouvrages confondent les dates et les noms, et prodiguent les accusations les plus absurdes, en même temps que les plus méchantes, mais ça et là ils racontent des faits que des documents authentiques ont depuis confirmés, ainsi que des anecdotes que j'ai entendu répéter à des contemporains, et dont, par conséquent, je profiterai. Il semble y avoir eu quelques difficultés pour fixer d'une manière exacte la date de la naissance de Monsieur de Talleyrand. On m'a dit, et chacun de ceux qui me renseignaient ainsi croyait avoir pour lui la plus sûre autorité, qu'il était né le 7 mars, le 1er septembre, et le 2 février. Cette dernière date est celle à laquelle je me suis arrêté, ayant, tout bien examiné, de sérieuses raisons de la croire vraie. Quant à l'année, il n'y a pas de dispute. La comtesse de Talleyrand vécut jusqu'en 1809, elle était très fière des talents de son fils, mais elle regrettait, dit-on, l'usage qu'il en avait fait.
6. Ce gentilhomme avait été ménin du dauphin, fils de Louis XV. Il commanda ensuite un régiment pendant la guerre de 7 ans, et obtint le titre de lieutenant général dans les armées du roi. Il était très considéré pour son caractère, mais passait pour n'avoir aucun talent. 7. Ce fait singulier est attesté par M. Mignet dans un court et intéressant mémoire qu'il lut, après la mort de M. Talleyrand, à l'Académie des sciences morales et politiques. 8. Of those gay times of elegance and ease, when pleasure learned so gracefully to please, when wits and courtiers held the same resorts, the courtier wits, and all wits fit for cour, when women, perfect in their sirenar, subdued the mind, and trifled with the hat, when wisdom has light in fantastic shown, and tasted principles and virtue known, when school disdained the morals understood, and skeptic boasted of some better good, when all was fairyland which may the view, no truth. Untheorized, and no theory true. 9. L'ouvrage en question ne porte ni nom de lieu ni nom d'auteur ou de libraire. C'est un volume minuito de 204 pages. On y lit en épigraphe, nullo discriminabe botros, rutule fut à point. Il y a une clé au commencement. Tr. 10 Sieyès, dans un célèbre pamphlet publié à cette époque. 11 évêques d'Autun, archevêques de Bordeaux, Laëly, Clermont-Tonnerre, Mounier, Sieyès, etc., etc. 12 correspondances de Mirabeau et du comte de la Marque. 13 procès-verbal de l'Assemblée nationale, imprimé par son ordre, T6, numéro 97, 10 octobre 1789. 14 La présidence était seulement de 15 jours, mais, ce qui prouve quelle considération était attachée à cette dignité, c'est le fait que Mirabeau, malgré ses plus grands efforts, ne put l'obtenir que l'année suivante. 15 La popularité de M. de La Fayette, qui s'était élevé si haut, commença à décliner de ce jour-là. 14 juillet un mois plus tard, les cris « À bas Lafayette » avaient succédé aux cris de « Vive Lafayette ». Comte de la Marque. 16 Moniteur du 8 février 1791, p. 158. 17 Il a été dit pour la défense de Mirabeau que l'ouvrage, composé par lui, fut publié à son insu par sa maîtresse, femme d'un libraire. Mais outre l'entière invraisemblance de ce récit, il y a le fait que Mirabeau resta jusqu'à sa mort dans les meilleurs termes avec la personne qui, ayant livré ainsi un dépôt des plus sacrés, n'aurait mérité que sa colère et son plus amer mépris. 18 Quand M. Mercy, ambassadeur d'Autriche, et, pendant longtemps, agent intermédiaire entre la cour et Mirabeau, quitta Paris, M. de Montmorin, ministre des Affaires étrangères, fut, à l'insu de ses collègues, initié au secret des engagements de la cour, et autorisé à correspondre avec Mirabeau pour ce qui en concernait l'exécution. 19 Ce prince, Louis XVI, dont on ne peut trop déplorer le manque de bonne foi dans cette occasion, lui donna des assurances si positives, si solennelles, qu'il crut pouvoir répondre sur sa tête que le roi ne partirait pas. Mémoire de Lafayette. 20 Ce rapport fit une grande sensation au moment où il parut. Voici en quels termes en parle le Journal de Paris, 12 septembre 1790. Monsieur de Talleyrand a repris la lecture de son rapport ou plutôt de son livre sur l'instruction publique, elle a duré encore plus de 3 heures. Aujourd'hui MM de Baumé et le Chapelier lui ont prêté quelquefois le secours de leur voix.
dans le succès que cet ouvrage a obtenu, il y a quelque chose de très remarquable et de très flatteur pour l'auteur. Il était impossible que les attentions ne fussent pas fatiguées après avoir entendu pendant plusieurs heures sans relâche un ouvrage fortement pensé et sur des matières profondes, et cependant c'est dans les derniers moments et dans les derniers morceaux que les applaudissements ont été les plus répétés et les plus universels. Cet effet ne peut être produit que par les ouvrages qui rendent, par le plaisir qu'ils donnent, les forces qu'ils épuisent par l'attention qu'ils commandent. Le jugement de la nation, de l'Europe et de la postérité, prononcera, nous le croyons, que c'est le plus grand ouvrage qui ait été fait dans l'Assemblée nationale. Tr. 21 Monsieur de Rullière, l'ancien secrétaire du baron de Breteuil à Saint-Pétersbourg, le confident du maréchal de Richelieu, le poète de la duchesse d'Egmont, narrateur fort redouté de Catherine II, etc., etc. 22-9 mars. Lord Grenville à Lord Gower. 23 en qualité de secrétaire de la mission. 24 Cette apologie forme une brochure inuite de 35 pages, très rare aujourd'hui. Elle a pour titre « Éclaircissement donné par le citoyen Talleyrand à ses concitoyens ». Paris, chez Laran, libraire, Palais Égalité, AN7. 25 Voyez l'appendice. 26 Bourrienne, Mémoire, volume 3, p. 324, 325. 27 Qui ne reconnaît là, ajoute Bourrienne, le premier germe de l'archichancellerie et de l'architrésorerie de l'Empire. 28 Quand Roger Ducos et Sieyès portaient le titre de consul, les 3 membres de la commission consulaire étaient égaux, sinon de fait, du moins en droit. Cambacérès et Lebrun les ayant remplacés, M. de Talleyrand, appelé dans le même moment à succéder à M. Reinhardt au ministère des Relations extérieures, fut reçu en audience particulière dans le cabinet du premier consul, et lui adressa les paroles que nous venons de citer. 29 Voyez la lettre de Napoléon au roi Georges III, avant Marengo. 30 Fouché, qui n'était pas alors au pouvoir, fut aussi consulté. 31 On remarque que, quelques jours auparavant, le duc de Dalberg avait été informé qu'il n'y avait rien à craindre de la part des émigrés sur cette frontière. Voyez Monsieur de Rovigo, volume 2, et lettre du duc d'Alberg à Monsieur de Talleyrand, 13 novembre 1823. 32 Il y eut 2 procès-verbaux, ou comptes-rendus de ce jugement. L'un, publié dans le Moniteur, qui cite les lois en vertu desquelles le prince fut condamné, et les pièces produites à l'appui de l'accusation. Il a évidemment été écrit après l'événement, on n'eut le temps de rien écrire au moment ou sur la place même. L'autre ne cite rien que le décret du 29 Ventose, et les réponses du prince après une délibération d'après laquelle son exécution immédiate est décidée. Ceci est naïf. Les lois d'après lesquelles il est condamné sont laissées en blanc. 33 tiers, le consulat et l'Empire, t. v. p. 4. 34 Bonaparte seul, mal informé par ce que la police avait de plus vil, et n'écoutant que sa fureur, se porta à cet excès sans consulter. Il fit enlever le prince avec l'intention de le tuer. Il est connu que sous votre ministère, vous n'avez cessé de modérer les passions de Bonaparte. Lettre du duc de Dalberg, 13 mai 1823. 35 Les maisons des classes élevées avaient des planchers de chêne, appelés parquets, les maisons des classes inférieures avaient des carreaux de briques. 36 Mignet, notices et portraits, t. I.
p. 210 à 213. 37 Mémoires de Rovigo. 38 Mémoires de Rovigo, volume 3, p. 116. 39 Quant à ses habitudes à cet égard, il ne sera peut-être pas mal à propos d'avoir recours à la correspondance américaine. Papiers officiels et documents publics des États-Unis, volume 3, p. 473-479. 40 Une note écrite par Izquierdo, ambassadeur d'Espagne à la cour de France, et datée du 24 mars 1808, est excessivement curieuse à propos de ces détails. 41 Mémoires de Fouché, volume 2, p. 113. 42 Mémoires de Rovigo, volume 6, p. 66. 43 Mémoires de Rovigo, volume 6, p. 229. 44 Mémoires de Rovigo, volume 6, p. 298. 45 Monsieur Thiers fait le récit d'une scène du genre de celle que je viens de décrire, mais il en fixe l'époque en 1809, rien n'y est omis, pas même la manière dont Monsieur de Talleyrand jouait avec son chapeau, et dans ce récit, Talleyrand, suivant Monsieur Thiers, est accusé par Napoléon du meurtre du duc d'Enghien. Monsieur Thiers s'est sans doute trompé. Le comte Molé ne pouvait avoir été induit en erreur ni quant aux dates, ni quant aux faits, puisqu'il était présent à la scène que j'ai racontée, et qu'il m'en a donné tous les détails, sans parler du duc d'Enghien, ce qu'il aurait certainement fait si Napoléon lui-même y eût fait allusion. Les reproches de l'empereur, suivant le comte Molé, ne s'attaquaient qu'à ce qu'il considérait comme les intrigues de Monsieur de Talleyrand à ce moment particulier, intrigues qui, cependant, se bornaient alors à un effort pour écarter les obstacles qui pourraient contrarier sa défection, si Napoléon venait dans la suite à être défait. 46 Mémoires du duc de Rovigo, cité par Monsieur Thiers. 47 Thiers, le consulat et l'Empire, t18, p. 41. 48 Mémoires de Beugnot, p. 121. 49 Monsieur Thiers est de cette opinion. 50 Madame de Simiane reprit, il ne s'agit pas de cela, c'était bon du temps de Bonaparte, aujourd'hui il faut mettre dans les ministères des gens de qualité et qui ont à leurs ordres de bons travailleurs qui font les affaires, ce qu'on appelle des bouleux. Mémoire de Beugnot, p. 142. 51 Il a été fait des récits si nombreux et si variés du moment où l'on reçut cette nouvelle, et de la manière dont elle fut transmise, que j'en donne tout simplement le récit populaire, sans assurer qu'il soit réel. 52 Mémoire du comte Beugnot, t2, p. 274. 53 La Sûre du duc d'Orléans. 54 Cécrops, Cadmus et Danaüès. 55 Didon. 56 Énée. 57 Syracuse. 58 Maïlais, Éphèse. 59 Grand nombre de petites colonies dans le pays latin, aucune ne devint célèbre. 60 Invasion des Rannes, Gasses, Vandales, Cimbres, etc. 61 Croisades. 62 Dans un temps de faction politique, cela cesserait d'être exact, car alors chaque secte voudrait nécessairement être l'auxiliaire de tel ou tel parti, comme on l'a déjà vu, mais ces factions une fois calmées, la religion deviendrait à l'instant dans les États-Unis ce qu'elle y est aujourd'hui, ce qui veut dire, en résultat, qu'elle n'y a point de fanatisme pour son propre compte, et c'est déjà beaucoup. Note du citoyen Talleyrand, au mois de Ventose à N7. 63 Cela était littéralement vrai lorsque ce mémoire a été lu à l'Institut.
si depuis ce moment des partis s'y sont formés de nouveau, s'il en est un qui travaille à remettre honteusement l'Amérique sous le joug de la Grande-Bretagne, cela confirmerait beaucoup trop ce que j'établis dans le cours de ce mémoire, que les Américains sont encore anglais, mais tout porte à croire qu'un tel parti ne triomphera pas, que la sagesse du gouvernement français aura déconcerté ses espérances, et je n'aurai pas à rétracter le bien que je dis ici d'un peuple de qui je me plais à reconnaître qu'il n'est anglais que par des habitudes qui ne touchent point à son indépendance politique, et non par le sentiment qui lui ferait regretter de l'avoir conquise. Note du citoyen Talleyrand, au mois de Ventose AN 7. Table des matières avant-propos du traducteur y première partie du commencement de la Révolution jusqu'au rapport sur l'état du pays. Un différent type d'homme. Monsieur de Talleyrand, homme politique. Caractère du XVIIIe siècle qu'il avait formé. Sa naissance, le caractère de sa personne, son entrée dans l'Église. Cause de la Révolution. États généraux. L'influence de Talleyrand sur le clergé, sur la décision relative aux instructions des membres de l'Assemblée et à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme. Son courage dans les moments de danger. Ses connaissances en matière de finances. Ses propositions relatives aux biens de l'Église. Discrédit où il tombe auprès du parti de la royauté. Sa popularité auprès de l'Assemblée. Il est chargé de résider ses manifestes à la nation. Son projet sur l'uniformité des poids et mesures. Deuxième partie de la fête du 14 juillet à la fermeture de l'Assemblée nationale. 71 Monsieur de Talleyrand bénit l'étendard de la France à la réjouissance du 14 juillet. Détresse financière croissante. Vue de Monsieur de Talleyrand. Constitution civile du clergé. Conduite de Monsieur de Talleyrand. Il refuse l'évêché de Paris. Lettre aux éditeurs du Moniteur. Mort de Mirabeau. Esquisse de sa carrière et de ses relations avec Monsieur de Talleyrand, qu'il assiste à son lit de mort. Comment il a probablement initié M. de Talleyrand aux intrigues de la cour. Il laisse à Monsieur de Talleyrand son discours projeté sur la loi de la succession, discours que Monsieur de Talleyrand lut à l'Assemblée nationale. Monsieur de Talleyrand est suspendu de ses fonctions épiscopales et il quitte l'Église. Fierté du roi. Conduite et vue de Monsieur de Talleyrand. Il désire venir au secours du roi. Folle conduite du parti de la cour. Décret fatal de l'Assemblée nationale, défendant la réélection de ses membres. Projet d'éducation de Monsieur de Talleyrand. L'Assemblée se sépare le 13 septembre 1791. Monsieur de Talleyrand va en Angleterre, en janvier 1791. Troisième partie de la fermeture de l'Assemblée nationale au consulat. 123 Monsieur de Talleyrand à Londres. Ses manières et son extérieur. Ses traits d'esprit. Il visite l'Angleterre. Lord Grenville refuse de discuter affaires avec lui. Il va à Paris et en revient avec une lettre du roi. L'état des affaires en France met obstacle au succès de toute mission en Angleterre. Il arrive à Paris juste avant le 10 août. Il s'échappe, et retourne en Angleterre, le 16 septembre 1792. Il écrit à Lord Grenville pour lui déclarer qu'il n'a aucune mission. Il est expulsé le 28 janvier 1793. Il va en Amérique. Il attend jusqu'à la mort de Robespierre. Il obtient alors la permission de retourner en France. Chénier déclare qu'il était employé par le gouvernement provisoire en 1792. Quand il avait dit à Lord Grenville qu'il ne l'était pas. Réception bienveillante. Portrait du directoire et de la société à cette époque. Il est nommé secrétaire de l'Institut, et lit à cette assemblée deux mémoires.
Remarquable. Il est nommé ministre des Affaires étrangères. Il prend le parti de Barra contre les assemblées. Rupture des négociations de Lille. Adresse aux agents diplomatiques. Paix de Campo Formio. Bonaparte va en Égypte. Les démocrates triomphent dans le Directoire. Monsieur de Talleyrand quitte le ministère, et publie une réponse aux accusations portées contre lui. Paris fatigué du Directoire. Bonaparte revient d'Égypte. Talleyrand s'unit à Sieyès pour renverser le gouvernement, et remettre le pouvoir aux mains de Bonaparte. Quatrième partie. Le consulat et l'Empire. 173. Talleyrand favorise l'extension de la puissance du premier consul, puissance qui a pris pour point de départ un principe de tolérance et d'oubli du passé. Napoléon tente de faire la paix avec l'Angleterre, il échoue. Bataille de Marengo. Traité de Lunéville et paix d'Amiens. De la Société à Paris pendant la paix. Rupture. Monsieur de Talleyrand appuie le consulat à vie, la création de la Légion d'honneur et du Concordat. Il obtient du pape la permission de porter l'habit séculier et d'administrer les affaires civiles. Il se marie. Exécution du duc d'Enghien. Nouvelle coalition. Bataille d'Austerlitz. Traité de Presbourg. Fox entre au pouvoir et essaie inutilement d'une paix. La Prusse se déclare contre la France et est vaincue à Iéna. Paix de Tilsit. Monsieur de Talleyrand renonce au ministère des Affaires étrangères. Différend sur la politique en Espagne. Talleyrand et Fouché alors à la tête d'une opposition modérée. Campagne de Russie. Idée d'employer Monsieur de Talleyrand. Les défaites de Napoléon commencent. Après la bataille de Leipzig, il offre à Monsieur de Talleyrand le ministère des Affaires étrangères, mais à des conditions inacceptables. Pendant la série continue de désastres qui s'ouvre alors, Monsieur de Talleyrand ne cesse de conseiller la paix. Il essaie de persuader à Marie-Louise de ne pas quitter Paris. Il hésite entre une régence avec elle, et les Bourbons. Toutefois, lorsque son départ suspend l'autorité constituée, et que l'empereur de Russie prend pour lieu de résidence l'hôtel Talleyrand, et demande à Monsieur de Talleyrand quel gouvernement il faudrait établir, il répond, celui des Bourbons. Effort pour obtenir une constitution avec la Restauration. Napoléon arrive à Fontainebleau. Il négocie, mais finit par abandonner le trône de France, et accepte pour lieu de retraite l'île d'Elbe, conservant cependant son titre d'empereur. Cinquième partie de la chute de l'empereur Napoléon. En 1814, à la fin de l'administration de Monsieur de Talleyrand, en septembre 1815-240, le comte d'Artois, lieutenant général de France. Traité du 23 avril pour l'évacuation de la France. Louis XVIII, contrairement à l'avis de Monsieur de Talleyrand, refuse d'accepter la couronne avec une constitution comme le dos de la nation, mais regardant la couronne comme lui appartenant de droit, il consent à accorder la constitution. Il forme son gouvernement d'éléments divers, nommant Monsieur de Talleyrand ministre des Affaires étrangères. Il semble bientôt se méfier de ce dernier, et en est jaloux. Esprit réactionnaire du parti des émigrés et du comte d'Artois. Traité de Paris. Monsieur de Talleyrand se rend à Vienne, et dans le cours des négociations, s'arrange pour faire un traité séparé avec l'Autriche et la Grande-Bretagne, et rompre ainsi la solidarité des puissances qui s'étaient coalisées contre la France. Bonaparte s'échappe de l'île d'Elbe. Nouveau traité contre Napoléon, traité qui a quelque ambiguïté dans les termes,
mais qui semble un renouvellement du traité de Paris. Les Bourbons vont à Gand. Bonaparte installé aux Tuileries. Monsieur de Talleyrand se rend à Carlsbad. Le prince de Metternich et Fouché font des démarches pour la déposition de Napoléon en faveur de la régence de sa femme. Ils ne réussissent pas. Les Alliés adoptent de nouveau Louis XVIII. Monsieur de Talleyrand se rend à Gand. Il est d'abord reçu. Il fait la leçon aux Bourbons. Il est de nouveau créé ministre. Il rencontre de l'opposition de la part du parti royaliste et de l'empereur de Russie. Il est faiblement soutenu par l'Angleterre et abandonné par Louis XVIII. Il donne sa démission. Sixième partie. Depuis la retraite de Monsieur de Talleyrand jusqu'à la Révolution de 1830. 315 appendice 369 essais sur les avantages à retirer de colonies nouvelles dans les circonstances présentes, par le citoyen Talleyrand. Lu à la séance publique de l'Institut national, le 25 mai. Sidor ANV Mémoire sur les relations commerciales des États-Unis avec l'Angleterre, par le citoyen Talleyrand. Lu le 15 Germinal ANV Paris. Imprimerie Simon Rasson et Con, rue des Erfurt, 1. End of the project Gutenberg e-book essay sur Talleyrand updated editions will replace the previous ones. All editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agrément.
If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing,
copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraphe 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commerciale license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the project Gutenberg Literary Archive Foundation,
the owner of the project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique Works Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks.